Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir. L'idée, vous savez qu'on fait très souvent des conférences à l'UPR. L'idée, comme on est en élection régionale, c'est évidemment de vous présenter notre programme régional et de vous expliquer ce qui nous différencie et pourquoi voter UPR à ces élections régionales. Je me présente un tout petit peu, donc je suis Charles-Henri Gallois, j'ai 27 ans et je suis originaire de Pougue-les-Eaux dans la Nièvre. Et actuellement, je suis diplômé de l'UM Lyon et je suis contrôleur financier donc en entreprise. Je suis également responsable de l'UPR pour les questions économiques et tête de liste donc pour ces élections en Bourgogne-Franche-Comté. L'UPR, donc c'est un parti qui a été créé le 25 mars 2007. C'est pas une date qui a été choisie au hasard puisque c'est le 50e anniversaire du traité de Rome et que l'UPR veut que la France retrouve sa démocratie et que les Français retrouvent leur liberté. C'est pourquoi nous proposons justement la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc c'est intimement lié et cette date est bien évidemment symbolique. L'UPR a été créé par François Asselineau, donc qui est inspecteur général des finances et ancien directeur de plusieurs cabinets ministériels. Là aussi, ce n'est pas anodin, c'est quelqu'un qui a un parcours, disons, classique de la haute administration. Il est major HEC, vice-major de l'ENA, et en étant au cœur du pouvoir, en étant chef de cabinet ministériel, il s'est justement rendu compte que la France n'avait plus aucune marge de manœuvre dans le cadre de l'Union européenne, et qu'on ne pouvait grosso modo rien faire de concret, on ne pouvait pas faire de changement radical dans le cadre de notre appartenance à l'Union européenne. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de créer l'UPR. L'UPR n'est pas un parti politique comme les autres, d'ailleurs on ne se définit même pas comme un parti politique, mais plutôt comme un mouvement de libération nationale. Et donc c'est un parti transitoire, comme les mouvements de libération nationale, on n'est pas voué à perdurer dans le temps. Et l'idée c'est que l'UPR gagne l'élection présidentielle pour sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et après nous ferions un mandat sur notre programme électoral, nous metterions des garde-fous dans la Constitution, notamment pour empêcher la France de rentrer dans toute organisation supranationale à durée indéterminée, et après nous laisserions le jeu politique classique entre les gens de gauche, de droite, etc. Mais la grande différence, c'est qu'une fois sorti de l'Union européenne, quand un parti de gauche va gagner les élections, il pourra faire une vraie politique de gauche, et quand un parti de droite va gagner l'élection présidentielle, il pourra faire une vraie politique de droite. Ce n'est bien évidemment pas le cas actuellement, et les Français s'en rendent compte, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils ont voté Sarkozy, ils ont voté Hollande, ils ont exactement la même politique. Et nous, justement, on leur explique, on leur dit que c'est la politique de l'Union européenne. L'UPR, justement, se veut au-dessus et au-delà du clivage gauche-droite et rassemble des Français qui viennent de tous les horizons. Et contrairement à d'autres partis politiques, ce n'est pas un slogan, puisque l'UPR a été entre autres classée liste diverse par le ministère de l'Intérieur. Liste diverse, ça veut dire que nous sommes ni divers droite, ni divers gauche, donc au-dessus du clivage gauche-droite. L'UPR, je disais tout à l'heure, fait très souvent des conférences, donc l'objet même de l'UPR, et c'est entre autres ce que je fais dans ma conférence l'Union européenne, les illusions économiques, c'est qu'on essaye à chaque fois de prendre, vous savez, des grandes données du dogme européiste, des grandes déclarations. L'Europe c'est la paix, l'euro apporte plus de croissance, l'Europe nous protège du reste du monde, etc., etc. Et on le met face aux faits. Et à chaque fois, le fait détruit le dogme européiste. C'est toute l'idée, c'est tout l'objet aussi de l'UPR, on n'est pas dans le slogan comme les autres partis politiques, c'est d'expliquer aux Français pourquoi ça va mal et l'origine des mots. Et enfin, et vous le savez sans doute, le gros problème de l'UPR, c'est avant tout un problème de notoriété, et les grands médias ne nous aident pas, puisqu'il y a une omerta des médias traditionnels. C'est d'autant plus scandaleux que l'on voit que l'UPR est un parti en pleine progression. On était tout à l'heure à 9602 adhérents. On a entre 30 et 40 adhésions par jour en ce moment. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de partis politiques actuellement qui peuvent se targuer d'avoir de tels chiffres. Et quand je vous parle d'une omerta scandaleuse, c'est qu'on peut le comparer à d'autres partis politiques qui sont eux largement médiatisés. Je pense notamment au parti de gauche de M. Mélenchon,
qui compte 9000 adhérents. Donc on a plus d'adhérents que le parti de M. Mélenchon, qui passe dans tous les médias et que tous les Français connaissent. Autre parti qui passe dans tous les médias, Europe Écologie Les Verts, c'est entre 4000 et 5000 adhérents. On a plus de 2 fois plus d'adhérents qu'Europe Écologie Les Verts. Eux passent dans tous les médias. Le NPA de M. Besancenot aussi, c'est 2100 adhérents. Comme nous sommes pour des élections régionales, les électeurs doivent évidemment se poser des questions de bon sens au moment de déposer le bulletin dans l'urne. Ces questions de bon sens, c'est notamment, si vous votez PS aux élections régionales, est-ce que vous aurez un résultat différent de celui que vous avez obtenu quand vous avez voté PS pendant des années? Le PS a été au pouvoir au niveau régional, il est dans toutes les régions à part l'Alsace, il est au pouvoir au niveau présidentiel. Est-ce que vous pensez vraiment que vous aurez une politique différente si vous continuez à voter PS? Évidemment, non. C'est la même chose si vous votez les Républicains aux élections régionales. Aurez-vous un résultat différent de celui que vous avez obtenu quand vous avez voté UMP pendant des années? L'UMP a été à la présidentielle, l'UMP a été dans de nombreuses régions. Si vous votez pour eux, vous aurez évidemment la même politique, donc ça ne changera absolument rien. Si vous votez pour le FN aux élections régionales, est-ce que vous aurez un résultat différent de celui que vous avez obtenu quand vous avez voté FN pendant des années? Vous savez que le FN, en 40 ans d'histoire, n'a jamais passé le chiffre de 14% des inscrits. Vous vous rendez bien compte que pour que le FN arrive au pouvoir, notamment lors d'élections présidentielles où il y a maximum 30% d'abstention, s'il y a 30% d'abstention, ça veut dire qu'il y a 70% de participation, et ça veut dire que pour gagner l'élection présidentielle, il devrait avoir au minimum 35% des inscrits plus 1. Croyez-vous sincèrement qu'ils vont passer de leur plafond de 14% des inscrits à 35% des inscrits? Il est bien évident que le FN n'y arrivera pas, et d'ailleurs il y a une majorité, si vous regardez les statistiques, il y a une majorité de personnes, 80% de personnes qui ne veulent pas voter FN, donc le FN n'arrivera évidemment jamais à rien. Et le FN, comme tous les autres partis politiques, propose une autre Europe. L'autre Europe, c'est le cas de tous les partis dits alter-européistes. Et vous savez que pour changer l'Europe, ça implique de changer les traités. Or, pour changer les traités, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, il faut l'unanimité des 28 États membres. Donc ça n'arrivera absolument jamais. Donc voter pour tous les partis alter-européistes, c'est évidemment voter pour une impasse, et si vous votez pour eux, ça ne changera absolument rien. Il y a une citation qu'on aime beaucoup faire à l'UPR, qui est attribuée à Rita Mae-Brown, et notamment en période électorale, qui dit « La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à attendre des résultats différents. » En l'espèce, la folie consiste à voter encore et encore pour le PS et les Républicains, comme depuis 30 ou 40 ans, et à attendre des résultats différents. C'est un peu, vous savez, comme le fou qui appuierait sur une touche d'un piano et qui attend un son différent. Il peut appuyer 150 000 fois, il aura toujours le même son. Et donc si vous votez pour ces mêmes partis, vous aurez exactement le même résultat. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Évidemment, il y a des enseignements à tirer de cela. Le premier, c'est que les électeurs français se plaignent en permanence de leurs dirigeants politiques et de leurs mensonges permanents. On ne va pas les blâmer, on fait exactement le même constat. Néanmoins, les Français sont évidemment les premiers responsables en période électorale, puisque malgré cela, ils continuent à voter pour les mêmes partis où ils se réfugient dans l'abstention. Il est bien évident que l'abstention ne sert absolument à rien, tout simplement parce que quand vous vous abstenez, chaque voix exprimée pour un autre parti politique lui donne un pourcentage encore plus important. Donc s'abstenir est également une erreur. Dans les années 68, il y avait un slogan, vous savez, un peu anarchiste, qui était « élection piège à con ». Nous on dit à l'UPR « abstention piège à con ». Il est bien évident qu'on appelle tous les électeurs à voter pour l'UPR, un parti qui ne les a jamais trompés, un parti qui ne les enfume pas comme les autres sur l'autre Europe, et un parti qui n'est pas dans le slogan et qui leur explique le fond des choses. Évidemment, on invite tout le monde à voter UPR, et
vous ne pourrez avoir qu'une bonne surprise en votant pour l'UPR. Il y a un sondage d'ailleurs qui est intéressant, qui est paru il y a très peu de temps, de la part de la TNS Sofres, et qui créditait l'UPR de 2% au niveau national. Vous voyez, l'UPR est ici en gris au milieu de l'échiquier politique. 2%, ça peut peut-être vous paraître peu dans l'absolu. 2%, bon, pas terrible. Mais sauf que c'est 2% par rapport à peut-être 2 ou 3% maximum de la population française qui nous connaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens nous connaissent, ils votent massivement pour l'UPR. Donc c'est-à-dire qu'on a un potentiel de croissance qui est formidable. Et le problème de l'UPR, ce n'est pas que les gens connaissent l'UPR mais ne veulent pas voter pour l'UPR, c'est que les gens ne nous connaissent pas et c'est un problème de notoriété. A contrario, si vous regardez le PS, les Républicains ou le FN, mettons qu'il soit grosso modo à 25%, ça veut dire qu'il y a comme il y a 50% d'abstention, il y a peut-être 80 ou 90% des Français qui connaissent le PS, les Républicains ou le FN, mais qui ne veulent pas voter pour eux. Vous vous rendez bien compte de la différence? Et du potentiel de croissance de l'UPR. Je parlais tout à l'heure d'ailleurs du 14% des inscrits que le FN n'a jamais franchi en 40 ans. C'est ce que les politologues appellent leur plafond de verre. Vous savez, à l'UPR, nous n'avons pas de plafond de verre. D'ailleurs, on le voit, on arrive à rassembler des gens qui viennent de partout et on n'est pas comme pour le FN. Non, on ne veut pas voter UPR. C'est avant tout un problème de notoriété. Donc, notre potentiel de croissance est évidemment énorme. Évidemment, on est au niveau des élections régionales, donc on est obligé de vous présenter un programme dans le cadre des compétences de la région et un programme qu'on peut appliquer dans le cadre de ces mêmes compétences de la région. Je ne vais pas vous débiter une par une toutes les compétences de la région, je vais vous proposer de vous présenter nos propositions dans chacune des compétences au fur et à mesure. Économie et emploi, donc l'UPR veut orienter massivement les aides vers les PME, TPE et l'artisanat. Pourquoi? Puisque ce sont évidemment les entreprises qui créent le plus d'emplois et statistiquement, ce sont également les entreprises qui délocalisent le moins. Il est bien évident qu'on a plus intérêt à orienter nos aides vers ces entreprises-là. Néanmoins, on ne veut pas donner un chèque en blanc à ces entreprises puisqu'on veut mettre en place une charte de conditionnalité des aides aux entreprises avec notamment des critères sociaux et des critères de maintien d'emploi sur le territoire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il est bien évident que l'UPR ne va pas donner au niveau de la région des aides à une entreprise qui derrière détruirait de l'emploi et délocaliserait. Donc c'est du gagnant-gagnant. On veut aussi augmenter la part des aides allouées à la recherche et à l'innovation, tout simplement puisque la recherche et l'innovation, vous savez que si vous regardez les pays qui sont en avance et à l'avant-garde au niveau économique, ils ont une grosse part de leur PIB alloué à la recherche et à l'innovation, puisque c'est la productivité de demain, ce sont les emplois de demain. Donc il est bien évident qu'on veut orienter notre budget à ce niveau-là. On veut également créer un fonds de garantie pour les prêts bancaires aux PME, puisque vous savez qu'actuellement les banques prêtent très peu aux PME et aux TPE. Elles sont averses au risque. Et que font les banques? Elles vont massivement sur les marchés financiers, puisque les marchés financiers ont une rentabilité qui est bien supérieure à celle d'un prêt à une PME. Donc l'idée, c'est que ce fonds de garantie peut inciter les banques à prêter aux PME. Alors après, on n'est pas naïf, on ne va pas se reposer uniquement sur le bon vouloir des banques, et on veut développer tout ce qui est système de financement alternatif. Vous connaissez peut-être sur Internet le crowdfunding ou le capital risque. L'idée, c'est que des particuliers, des citoyens, des investisseurs puissent investir directement dans une entreprise sans passer par la case banque. On ne se repose pas que sur les banques. On veut mieux superviser et aider les chambres de métiers et également créer des trésors régionaux de l'artisanat et de l'artisanat d'art, puisque quand un artisan part à la retraite, s'il n'a pas formé en amont un apprenti ou s'il n'a pas un repreneur, c'est dramatique et c'est un savoir-faire qui se perd et vous ne pouvez pas revenir dessus. Or, l'artisanat, ça fait partie du patrimoine et de l'identité de la France. On en a partout en France de très bons artisans et l'idée, c'est de perpétuer cette tradition, c'est de perpétuer évidemment ce savoir-faire dans le cadre de ces trésors régionaux vivants. Pour le volet formation professionnelle et apprentissage,
L'UPR veut augmenter dans la mesure du possible les crédits à l'apprentissage. Je dis dans la mesure du possible et je reviendrai tout à l'heure, puisqu'il faut être conscient qu'avec la baisse des dotations de 30% aux collectivités territoriales, cela va impacter le budget de la région et qu'on ne peut pas faire comme les autres partis, faire tout un tas de promesses qu'on ne peut pas tenir. Donc à chaque fois, je dirais évidemment dans la mesure du budget. Dans le même budget, on peut néanmoins par contre réorienter les aides, notamment vers les métiers en tension. Ce qu'on appelle métiers en tension, ce sont les métiers où vous avez une offre d'emploi bien supérieure à la demande. Il y en a tout un tas de métiers, il y en a dans le BTP, il y en a par exemple les cuisiniers, il en manque, etc. Donc c'est évidemment d'orienter l'apprentissage vers ce type de métier. On veut aussi lancer une campagne de communication sur l'apprentissage auprès des collégiens et des lycéens, puisque la France a eu une fâcheuse tendance dans l'histoire récente à mépriser tout ce qui est métier manuel et à ne faire la part belle qu'aux professions dites intellectuelles. Et je ne suis pas du tout fan du modèle allemand, c'est même plutôt le contraire, mais s'il y a quelque chose que les Allemands ont bien fait, c'est qu'ils n'ont pas du tout dévalorisé les métiers manuels au niveau de l'apprentissage, ils ont investi massivement sur ces métiers-là. Or, il faut savoir que ces métiers manuels et l'apprentissage amènent très souvent à l'emploi pour plus de 70% des cas, et sont souvent des métiers qui sont en plus bien payés, mais les jeunes ne s'orientent pas vers ces métiers-là puisqu'on a une image négative en France. Donc il est évident que nous, il n'y a pas de métier torchon ou serviette et qu'on doit valoriser tous ces métiers-là. Il n'y a pas lieu de déprécier les emplois manuels, et une des façons de le faire, c'est de mener une campagne de communication auprès des lycéens et des collégiens sur l'apprentissage. On veut également prioriser les crédits à l'apprentissage vers les jeunes les moins diplômés, puisqu'il y a eu une dérive à l'heure actuelle. Vous savez qu'on fait même de l'apprentissage maintenant en école de commerce, alors que nous on estime qu'en école de commerce on peut faire un stage ou de l'alternance, il n'y a pas lieu de subventionner cela, et l'apprentissage doit être plutôt orienté vers ceux qui en ont plus besoin, et notamment vers les jeunes les moins diplômés. On veut simplifier les démarches administratives de l'apprentissage, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'orientent pas vers l'apprentissage parce que c'est compliqué d'un point de vue de la paperasse, disons, et de la même manière des employeurs qui refusent de prendre des apprentis parce que c'est compliqué de prendre un apprenti. Donc voilà, on peut simplifier pour mettre en avant l'apprentissage. Et au niveau de la formation professionnelle, c'est très important. On veut dénoncer les conséquences néfastes de l'AFPA, les conséquences néfastes des traités européens sur l'AFPA. L'AFPA, vous savez, c'est cet organisme public de formation professionnelle. Dans le cadre des traités européens et entre autres de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur lequel je reviendrai à de nombreuses reprises, cet article 106 met en concurrence au fur et à mesure tous nos services publics et tous nos organismes publics, dont l'AFPA. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez en concurrence un organisme public? L'AFPA, en tant qu'organisme public et de service public, propose un éventail le plus large possible de formations partout et à tout le monde sur tout le territoire national. Vous mettez en concurrence avec le privé, son optique c'est pas ça, le privé son optique c'est de faire de la rentabilité. Et pour faire de la rentabilité, vous ne vous orientez que vers les formations les plus rentables. Il est bien évident que dans les grandes villes, vous garderez avec cette concurrence un éventail assez large, je pense par exemple à Paris, Bordeaux, etc. Mais quand vous allez arriver vers des villes de taille plus modeste, où il y aura cette mise en concurrence avec le privé, vous n'aurez accès qu'à quelques formations et aux seules formations les plus rentables. Donc toutes les personnes sur le territoire n'ont pas accès à ces formations et vous créez de facto une inégalité des territoires. C'est la conséquence directe des traités européens. Au niveau de l'agriculture, nous voulons créer à titre expérimental des centres régionaux de distribution sur le modèle, vous savez, des AMAP. L'idée, c'est de faire ces centres qui soient financés par la région et à but non lucratif et de mettre en place des circuits courts. Vous savez qu'on parlait il y a peu de temps de la crise de l'agriculture. Et que demandaient les agriculteurs quand ils manifestaient? Ils ne disaient pas « nous voulons plus de subventions », ils disaient « nous voulons pouvoir vendre à un prix juste et vivre de notre travail ». Ce qui se passe actuellement, c'est qu'entre autres, dans le cadre de la grande distribution, on met la pression sur les prix pour les agriculteurs et ils vendent peu cher et parfois à perte.
Donc l'idée de ce type de circuit court et direct entre le producteur et le consommateur, c'est que le producteur peut vendre, comme il n'y a plus cette marge à la grande distribution, à un prix plus important, un prix qui lui permette de vivre de son travail, et le consommateur qui achète directement sur la marge de la grande distribution peut acheter à un prix qui reste très raisonnable, des produits locaux et des produits frais, et il est bien évident que cela favorise également votre économie locale. C'est tout le sens de cette mesure qui peut être faite au niveau régional. On veut également aider les jeunes agriculteurs, y compris urbains, à s'installer. Pour ce qui est de l'éducation et des lycées, on veut rénover dans la mesure du possible les lycées en zone sensible, et surtout, et c'est une de nos mesures phares pour ce qui est de l'éducation des lycées, on veut mettre un frein à la politique du tout numérique, vous savez, qui est la grande mode. Madame Pécresse en Ile-de-France fait campagne quasiment exclusivement là-dessus, en nous disant oui, il faut mettre le Wi-Fi, la 4G dans les lycées, il faut que les élèves aient des tablettes, etc. Comme si elle allait révolutionner le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, et vous avez tous certainement des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, au bout de 1 an et demi, 2 ans, c'est un matériel qui est obsolète. Donc il faut le remplacer. Et ça coûte très très cher, et ce sont des millions et des millions d'euros que la région va devoir mettre sur la table pour mettre du tout numérique dans les écoles. Et au-delà de ce coût, il y a un problème philosophique. Vous savez, quand on met auprès de jeunes et de moins jeunes un écran, on n'est plus du tout attentif après au monde extérieur, à ce qui se dit autour, et vous allez casser évidemment la relation entre le professeur et l'élève. Et c'est encore pire que cela, puisque vous pouvez vous dire, après tout, c'est un truc qui a fait ses preuves. Mais même pas, puisque si vous regardez le dernier rapport PISA, vous savez, ce rapport qui fait foi dans l'éducation, les pays qui n'ont pas investi dans le numérique, que sont par exemple la Corée du Sud ou le Japon, sont des pays où il y a du numérique partout, mais ils ont sanctuarisé l'école, il n'y a pas de numérique dans ces pays-là. Bien, ces pays-là ont les meilleurs résultats, et ceux qui ont massivement investi dans le numérique, je pense notamment à l'Espagne et au Portugal, ont des résultats qui sont loin d'être mirobolants. On va dépenser des millions et des millions d'euros pour quelque chose qui ne marche même pas. Parce que c'est la mode, parce que c'est comme ça, on dit. C'est inévitable. Nous, on reviendra là-dessus. Et ça permet entre autres de faire de grandes économies. On veut également réorienter les financements des lycées vers l'activité périscolaire pédagogique, et notamment la visite du patrimoine historique, culturel, non seulement local, mais aussi national. Parfois, il y a des aberrations. J'étais il y a peu de temps en Côte d'Or, et j'étais avec des jeunes Côte-d'Oriens, d'ailleurs de l'UPR ou non. Ils n'avaient par exemple jamais visité ni le site historique d'Alésia, ni les hospices de Beaune, etc. Ils ne connaissaient même pas finalement leur ville et leur département. Et à l'UPR, on pense, et d'ailleurs c'est le cas dans l'histoire, qu'il n'y a aucun pays qui se soit redressé dans l'histoire sans une connaissance de son histoire, une certaine fierté de son histoire et de ses racines, alors qu'en France, on est en permanence dans l'histoire, dans la haine de soi. D'ailleurs, dans les livres scolaires, vous n'avez même plus ni François Ier, ni Henri IV, ni Louis XIV, ni Napoléon. Vous n'étudiez quasiment, si je schématise un peu, que la Seconde Guerre mondiale, où on vous dit que la France, il y avait la collaboration. On ne vous parle pas de l'armée de la France libre, on ne vous parle pas de la bataille de Bir Hakeim, c'était l'armée de la France libre qui a protégé Strasbourg, qu'il y avait 200 000 Français sous les drapeaux quand ils se battaient au niveau de la libération. On ne vous en parle pas. Et on vous dit grosso modo que la France était un pays colonialiste. Effectivement, ça ne donne pas envie d'être fier de la France quand on vous montre ça. Alors qu'évidemment, la France, comme tous les pays, a des zones d'ombre et des zones de lumière. Il faut évidemment expliquer également les zones d'ombre. Mais nous, on pense qu'on a une histoire magnifique. C'est un pays qui a près de 2000 ans d'histoire, et qu'il est évident que ne serait-ce que d'un point de vue d'intégration des jeunes, à un point de vue de redressement de la France, il faut un minimum de fierté historique. On ne se redresse jamais avec une haine de soi. Vous n'allez pas faire devenir bon un élève en lui disant qu'il est nul. C'est la même chose. On ne veut pas pour autant replier la France sur elle-même et dans une espèce de vieux nationalisme franchouillard. Ce n'est pas du tout le but de l'UPR. On veut également ouvrir les esprits des lycéens à toutes les cultures et civilisations du monde. Vous savez qu'à l'UPR, on est opposé au principe de choc des civilisations.
Et à cet égard, il nous paraîtrait intéressant que les lycéens voient d'autres cultures, et pas seulement la culture anglo-saxonne qu'on voit partout, notamment la culture japonaise, la culture chinoise, la culture russe, culture africaine, culture brésilienne, argentine, etc., etc., etc. Donc c'est non seulement une réappropriation de l'histoire de France, mais également une ouverture à toutes les cultures du monde, et non pas seulement la seule culture qu'on voit actuellement, qui est la culture anglo-saxonne. On veut également proposer dans les cantines scolaires des menus de qualité, c'est-à-dire des produits locaux, frais et même bio si possible, et faire de l'éducation à la diététique. C'est important d'un point de vue de santé publique. Mais on veut aussi proposer des produits variés, c'est d'ailleurs très souvent le cas dans de nombreuses cantines, et ça balaye d'un revers de la main, vous savez, toutes les polémiques stériles aussi. Le FN fait des grandes campagnes en PACA en disant qu'il faudrait du porc dans les cantines. Alors que si vous proposez des menus variés, vous avez le choix soit entre du porc et du poulet, ou du porc ou du bœuf, ou du porc et du poisson, ou tout simplement avec du porc avec une assiette de légumes, ou une assiette de légumes sans porc. Il n'y a plus lieu à toutes ces polémiques stériles, donc pour nous c'est de la non-polémique, et comme Mme Pécresse avec son Wi-Fi en Ile-de-France, ça nous paraît être le degré zéro de la politique et du projet politique. Donc voilà, nous le disons et nous proposerons des menus variés. On veut aussi faire de l'éducation populaire dans les lycées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir les lycées au personnel, à du personnel et au monde extérieur. Ça peut être des conférences de scientifiques dans les lycées, ça peut être des artistes qui viennent rencontrer les lycéens, etc., etc. Et nous avons tout un volet pour garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite, donc ça sera le cas dans les lycées, mais nous en parlons également dans les gares, dans les transports et dans tout ce qui est bâtiment public, donc je ne vais pas le reciter à chaque fois, mais il faut savoir que dans tout un tas de volets de compétences de la région, nous parlons de l'accès des personnes à mobilité réduite. Ça nous paraît être la moindre des choses, et ce n'est pas fait à l'heure actuelle dans tous les bâtiments publics. On a un volet sécurité-prévention, et la mesure phare, c'est évidemment la formation au secourisme. Il faut savoir que la France est très en retard en matière de secourisme par rapport à d'autres pays dans le monde. Or, le secourisme permet souvent les premiers soins du secourisme permettent de sauver des vies après des accidents, et donc c'est du bon sens pour nous de soutenir plutôt la formation au secourisme. Et nous avons tout un volet de formation à la prévention des risques par des psychologues scolaires, par la gendarmerie, par la police, par les pompiers ou par le personnel hospitalier qui peut être fait dans les lycées. On ne peut pas faire que du tout répressif, il est bien évident qu'il faut aussi faire de la prévention, et ça nous paraît être intéressant que du personnel extérieur vienne l'expliquer aux lycéens pour qu'ils voient d'autres personnes que les seuls professeurs. Pour les transports, c'est fondamental. Je vous parlais tout à l'heure de l'article 106 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui met en concurrence tous nos services publics. Ça se matérialise dans les transports avec la mise en concurrence du TER qui est prévue pour 2019 et imposée par l'Union européenne. Donc ça, c'est la même chose. Vous savez comment ça marche un train. Très souvent, vous n'avez qu'un seul rail. Donc c'est de facto un monopole. Quand vous êtes un service public, vous essayez d'avoir la plus grande sécurité possible et de rendre le service au prix le plus intéressant pour l'usager. Quand vous êtes dans le privé, vous ne parlez pas d'usager, déjà vous parlez de client, et vous cherchez à faire le plus de rentabilité possible. Quand vous faites de la rentabilité, vous n'allez pas investir dans le Mont-Bard-Dijon ou le Mont-Béliard Poulet-Eaux. Vous n'allez investir et vous allez exploiter que les lignes les plus rentables, donc les lignes de TGV que sont le Paris-Dijon, le Paris-Besançon, le Paris-Lyon-Marseille, et je crois que j'en ai déjà parlé. Et évidemment, comme vous êtes en situation de monopole, l'idée c'est que vous pouvez à chaque fois augmenter les prix. Ce sont des lignes très utilisées qui vont continuer à être utilisées. Comme vous êtes en monopole, vous voulez faire de la rentabilité, vous augmentez les prix. Et vous n'exploitez pas tout ce qui est petites lignes de TER qui vont au fur et à mesure disparaître. C'est ce qui va se passer après 2019. C'est d'ailleurs d'autant plus catastrophique qu'on a un exemple concret en Europe, c'est le Royaume-Uni qui a été un des premiers pays à mettre le transport dit public totalement privé. Or, au Royaume-Uni, ce que je vous disais, quand vous faites plus de rentabilité, vous investissez un peu moins pour faire plus de rentabilité. Il y a des transports avec l'infrastructure très vétuste, et vous avez le tarif
transport public le plus cher d'Europe. C'est vers ce modèle que l'on va, grâce ou plutôt à cause de la chère Commission européenne et des traités européens. Dans ça, évidemment, pour vraiment lutter contre cela, il faut sortir de l'Union européenne. C'est notre proposition au niveau national de l'UPR. Ce qu'on peut faire au niveau du Conseil régional, c'est de garantir dans la mesure du possible toutes les lignes de TER existantes, puisque si vous m'avez bien compris, les lignes de TER vont au fur et à mesure disparaître dès qu'on va mettre en concurrence avec le privé. Et toujours le volet personnes à mobilité réduite. Pour l'aménagement du territoire, nous voulons couvrir le territoire en haut débit. Vous savez que la Bourgogne-Franche-Comté est un département relativement rural, voire très rural, et vous n'avez pas le haut débit partout sur le territoire. Donc c'est une chose qu'on peut faire au niveau du conseil régional. Au niveau de la téléphonie mobile, vous savez peut-être comment ça fonctionne. Ce sont les pouvoirs publics qui délivrent des licences aux opérateurs de téléphonie mobile. Or, dans une région rurale comme la Bourgogne-Franche-Comté, vous avez à plein d'endroits des zones de trous où vous ne captez pas le téléphone. Ce qui est notamment, moi j'étais il y a peu de temps, je faisais une conférence dans le Morvan, vous savez, dans la Nièvre, à Dun-les-Places, en plein milieu du Morvan, je me suis perdu plein milieu des bois avec la voiture, vous n'aviez ni le GPS, ni le téléphone, il n'y a rien du tout, vous ne captez rien du tout. Et l'idée, c'est que vous avez un levier de pression avec les pouvoirs publics, vous pouvez imposer, vous pouvez donner la licence à l'opérateur mobile qui s'engage à couvrir ces zones de trous, et c'est ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on va faire au niveau de la région. Et toujours notre volet personnes à mobilité réduite. Pour les logements, nous voulons augmenter dans la mesure du possible, encore une fois, au niveau du budget, la taille de construction de logements sociaux. Vous savez qu'il y a tout un tas de municipalités qui ne respectent pas la loi à ce niveau-là. Et ce qu'il faut faire, c'est évidemment ne pas reproduire les erreurs des années 50-60 avec des tours énormes et invivables, mais de faire du logement social à taille humaine et avec certaines normes, que ce soit environnementales ou encore d'accès aux personnes à mobilité réduite. On peut aussi, et ça ne coûte pas très cher, mettre en place un outil Internet pour centraliser les offres de logements sociaux. Vous savez que sur Internet, vous pouvez fluidifier le marché en mettant très rapidement, en croisant très rapidement un grand éventail d'offres et beaucoup de demandes. Donc c'est ce qu'on peut faire au niveau du logement. Sur l'environnement, on veut améliorer le tri sélectif et soutenir le secteur du recyclage des déchets, et également soutenir le secteur des économies d'énergie, en particulier tout ce qui est, vous savez, rénovation énergétique des bâtiments anciens. Ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau de la région, mais il est bien évident que si on a une réflexion un peu plus large sur l'environnement, pour protéger l'environnement, il faudrait déjà commencer par remettre en cause le libre-échange total qui est imposé dans le cadre de l'Union européenne, et entre autres des articles 32 et 63 du TFUE sur lesquels je reviendrai un peu plus tard tout à l'heure, puisqu'il est bien évident que l'impact écologique n'est pas le même si vous produisez votre paire de chaussettes que vous achetez à Besançon ou si vous le faites à Chengdu en Chine. Déjà, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, vous avez votre usine qui est à Besançon au lieu d'être à Chengdu en Chine. Et après, c'est pas la même chose quand votre produit vient de Besançon pour Montbéliard ou quand il vient de Chengdu et qui prend des bateaux et qui fait des milliers de kilomètres pour aller à Montbéliard. Donc ça, c'est évidemment un impact écologique majeur. Et bizarrement, les Verts ne disent jamais que c'est l'Union européenne elle-même qui est la principale cause du libre-échange et donc de l'impact écologique. Ça, ils n'en parlent pas. Nous, à l'UPR, on explique d'où cela vient. Pour ce qui est des services publics, j'en ai parlé tout à l'heure, l'article, je le répète, l'article 106 du TFUE met en concurrence tous nos services publics. Et ça peut paraître éloigné, c'est un article de l'Union européenne, etc. Mais cela a des conséquences très concrètes au niveau de la région et même au niveau du département du Doubs. À l'UPR, on va essayer de maintenir les services publics dans les zones rurales. Il y a des exemples très concrets. Il y a des fermetures d'écoles liées à cet article. 20 fermetures de classes et 4 fermetures d'écoles à Colombier-Fontaine, Besançon, Sémessières et Haute-Chauroy. Donc ça, c'est une conséquence très concrète des traités européens. Vous savez que chaque année, il y a des dizaines et des dizaines de fermetures de classes et de fermetures d'écoles, que ce soit dans le département ou même dans toute la région. Si vous lisez les grandes orientations des politiques économiques européennes, ils vous disent de toute façon que la France doit réduire ses dépenses publiques, et quand vous fermez les écoles, vous réduisez les dépenses publiques. Il y a également tout ce qui est fermeture de services d'hôpitaux et de bureaux de poste. Il y en a également des dizaines dans toute la région.
Pour la Poste, c'est très vicieux, puisque ce que fait la Poste, des fois, ils ne peuvent pas faire de fermeture sèche, donc ils gardent des bureaux de poste ouverts à des heures d'ouverture où personne ne va, et comme ça, après, au bout d'un ou 2 ans, ils peuvent dire, regardez, ce bureau de poste, personne n'y va, on va le fermer. Ça se fait comme ça au fur et à mesure. Et pour la gendarmerie, donc il y a le cas notamment de la menace de la brigade de Sensé. Vous savez qu'il y a des brigades de gendarmerie qui ferment, des dizaines encore une fois, dans toute la région. C'est d'autant plus cocasse quand après les attentats, ces messieurs Sarkozy ou Hollande viennent pleurer sur les conséquences. Il faut savoir que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu plus de 12 000 suppressions de postes de gendarmes et de policiers. Dans les deux premières années du mandat de François Hollande, il y a eu déjà plus de 2000 postes de gendarmes et policiers qui ont été supprimés. Ce sont les mêmes également qui s'étonnent. Maintenant, on n'est plus capable de faire une opération de défense seule. Il y a eu 50 000 postes de défense supprimés sous Nicolas Sarkozy en 5 ans et déjà plus de 8 000 sur les 2 premières années de François Hollande. Ce sont les pleurnicheuses en règle des conséquences. Si on parle un tout petit peu d'ailleurs des attentats, ce qui est quand même hallucinant, c'est que M. Hollande est en train de tirer profit et parti de ces attentats alors qu'il est directement responsable de ces attentats. Vous savez que toutes ces personnes qui ont commis ces attentats ont été formées en Syrie. Or, la France a commencé sous Nicolas Sarkozy, ça s'est prolongé avec M. Hollande, par le biais entre autres de l'OTAN, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, à financer, armer et former toute l'opposition à Bachar el-Assad en Syrie, dont Daesh et dont le fameux Front al-Nosra, vous savez, cette branche d'Al-Qaïda, de laquelle M. Fabius disait qu'elle faisait du bon boulot. Si M. Fabius avait un petit peu de décence, il aurait déjà démissionné après de tels propos et les attentats qui ont été perpétrés. C'est d'ailleurs hallucinant, le gouvernement fait tout un coup d'esbrouf et il fait une hyperactivité, mais il ne parle pas du tout de remettre en cause les relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça, on n'en parle pas. Mais de côté, il y a eu un très bon mot là-dessus, vous savez, du fameux juge antiterroriste Marc Trévidic, qui a dit prétendre vouloir lutter contre le terrorisme tout en serrant la main du roi d'Arabie Saoudite. C'est un peu comme prétendre lutter contre le nazisme en s'asseyant à la table d'Adolf Hitler. Mais M. Hollande, il continue de serrer la main du roi d'Arabie Saoudite. Mais il va dire que voilà, on est en guerre contre le terrorisme, etc. etc. C'est ce qu'on appelle se foutre de la gueule du monde. On veut également, toujours dans le volet service public, reprendre en main l'alimentation en eau potable et en assainissement. C'est exactement la même chose que sur le TER. Vous savez que l'eau, jusqu'à preuve du contraire, vous avez une société qui exploite l'eau, c'est un monopole. Vous êtes bien obligé d'utiliser de l'eau, vous êtes bien obligé de vous doucher, vous êtes obligé de faire la cuisine. Donc vous utilisez de l'eau. Peu importe quasiment le prix. Et donc, quand vous mettez ça au privé, et vous privé, l'objectif c'est de faire de la rentabilité, c'est comme pour les autoroutes, hein, c'est le jackpot, vous pouvez augmenter les prix année après année. Vous savez qu'à Paris, quand l'eau est passée au privé, le prix de l'eau a fait du x10 en 20 ans. Je ne crois pas que la matière première ait fait du x10. Hein. Mais forcément, les gens sont obligés de se doucher, etc. Ils vont consommer de l'eau. Donc vous pouvez augmenter les prix, augmenter les prix, augmenter les prix. C'est d'autant plus vrai qu'il y a eu des exemples récents à Rennes, Brest et Angoulême où ils ont rendu l'eau à nouveau publique et où, comme par hasard, le prix de l'eau a tout de suite baissé. Il y a 2 façons de le faire. Soit vous entendez la fin du contrat de la délégation avec le privé et vous dites stop, on arrête et vous reprenez l'eau, ou soit vous pouvez faire une remunicipalisation de l'eau directement, vous indemnisez l'opérateur privé, vous lui dites ça y est, c'est bon, c'est terminé. Vous savez que dans notre programme national, on a quelques nationalisations qui sont prévues parfois, comme on dit qu'on va faire une nationalisation, on vous dit vous êtes limite l'URSS. Mais pour nous, ça nous paraît normal que des monopoles tels que le transport ferroviaire, les autoroutes, le réseau d'eau, etc., ça soit du public. C'est l'intérêt même des consommateurs, on parle pourtant de l'intérêt des consommateurs, c'est l'intérêt même des consommateurs, et dans le cas de l'eau, ça a même une dimension de santé publique, notamment tout ce qui est assainissement de l'eau. De la même manière que ça nous paraît normal que pour tout ce qui est énergie
ou tout ce qui est au niveau de la défense nationale et des dépenses des entreprises qui sont liées à l'armée, ça nous paraît normal que ce soit du public. Vous savez que c'est quand même aberrant à l'heure actuelle, et tout un tas de notre partie de système de défense qui est allemand, notamment dans le cadre d'Airbus. C'est-à-dire que nous n'avons même plus la maîtrise totale de tout notre échelon de notre défense, qui est un peu le système unitaire de la France, et notre capacité de défense, c'est complètement aberrant d'un point de vue stratégique. Mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, notamment dans le cadre des traités européens. On est en train de démembrer toute la défense nationale et tous les secteurs stratégiques de l'État. On veut également lutter contre la désertification médicale en favorisant l'installation des médecins en zone rurale. Vous savez que pour ce qui est des médecins, quand ils sortent de la fac de médecine, vous ne pouvez pas les obliger avec un pistolet sur la tempe à venir s'installer, par exemple, au fin fond de la Creuse. Ce que vous pouvez faire en revanche, on sait que les médecins en grande majorité vont en Île-de-France ou vont en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est donner une aide additionnelle pour les inciter à aller plus tôt, par exemple, je pense à Château-Chinon dans la Nièvre, où il n'y a plus un seul médecin libéral. Si vous voulez vous faire soigner à Château-Chinon dans la Nièvre, vous devez faire des dizaines de kilomètres, il n'y a plus un médecin. Si vous donnez un petit surplus à ce médecin qui sort de faculté, il va peut-être bien vouloir aller à Château-Chinon plutôt que d'aller en région parisienne ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau régional. Et on va également mettre en place une mutuelle régionale pour les salariés retraités qui ne bénéficient pas de mutuelle d'entreprise. Vous savez qu'au niveau national, l'UPR est pour la reprise en main totale des soins de santé par la sécurité sociale. Ça, on ne peut pas le faire au niveau régional. Ce qu'on peut faire au niveau régional, comme dans le cadre de notre appartenance à l'Union européenne, on dérembourse au fur et à mesure de plus en plus de médicaments, où il y a tout un tas de médicaments et de traitements qui ne sont pris qu'en charge, en partie en charge par la sécurité sociale, et pour lesquels, pour être remboursés intégralement, il faut une mutuelle. Ce qu'on peut faire au niveau de la région, c'est pour ceux qui ne bénéficient pas de mutuelle d'entreprise, on peut mutualiser au niveau de la région. Comme vous avez un grand nombre de mutualisés, vous avez des tarifs qui sont plus intéressants, et le proposer à toutes les personnes, notamment les retraités ou les personnes qui sont sans emploi, pour pouvoir se soigner correctement. Ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau régional. Et on veut également mettre en place des points internet gratuits, ça peut être notamment dans les organismes publics, pour que toutes les gens, c'est dans l'optique d'égalité du territoire, puissent avoir accès aux services de Pôle emploi et aux services publics en ligne. Pour le tourisme, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on veut développer un tourisme durable et préserver toute la beauté et le paysage de la région, ça nous paraît être la moindre des choses. Le volet des personnes à mobilité réduite, et aussi, j'en ai parlé dans le cadre du volet éducation lycée, améliorer la connaissance du patrimoine historique et régional, et notamment à travers les visites scolaires. Pour la culture, on veut également promouvoir la culture comme moyen d'ouverture sur le monde. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de l'éducation et du lycée, nous voulons ouvrir à toute la culture du monde, et pas seulement la culture anglo-saxonne. On va améliorer l'offre du chèque culture, et on a également tout un volet francophonie. Vous savez que l'UPR est très attaché à la francophonie. Nous étions entre autres les seuls à se battre contre la loi Fioraso, cette fameuse loi qui autorise le tout anglais dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur, alors même que la francophonie, vous savez, le français est la seule langue parlée sur les 5 continents avec l'anglais, et à horizon 2050, le français sera la 3e langue la plus parlée dans le monde du fait de la croissance démographique en Afrique. Donc on est en train de s'aborder le français chez nous, alors que c'est évidemment une langue d'avenir, et ça nous paraît être la moindre des choses de promouvoir le français. Vous savez qu'une langue n'est pas qu'un moyen technique d'échange, c'est également une vision du monde. On dit souvent que la langue anglaise, les langues anglo-saxonnes, c'est une langue, la langue des affaires, la langue du business, donc ça promeut évidemment ces valeurs-là. Ça ne date pas d'ailleurs d'hier, même Napoléon à l'époque appelait l'Angleterre la nation de boutiquiers, donc il y a déjà eu tout cet esprit, cet état d'esprit-là, alors que la langue française est une langue qui est très précise, avec un vocabulaire très riche, et qui est très employé et reste employé dans tout ce qui est recherche scientifique ou diplomatique. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la francophonie, on veut créer un festival du film francophone, en partenariat avec le Festival panafricain du cinéma
de la télévision de Ouagadougou. C'est un festival qui existe à l'heure actuelle en Afrique, qui passe des productions françaises, sénégalaises, marocaines, etc., où tout est fait en langue française. Donc ça nous paraît pas être une mauvaise idée de promouvoir un festival de ce type en Bourgogne-Franche-Comté avec des films qui viennent de tous les pays du monde en français. Ça nous paraît être intéressant plutôt que de ne voir que des productions hollywoodiennes. On veut évidemment maintenir et approfondir l'exception culturelle française, notamment à travers le financement de productions, que ce soit de chansons françaises ou de films français et en langue française. Pour ce qui est de la DRAC, vous savez, c'est ce fameux organisme qui s'occupe de faire, si je veux dire, de subventionner la culture au niveau de la région. On veut mettre un terme au clientélisme de la DRAC. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la DRAC ne finance pas du tout tous les artistes, mais finance très souvent le fils d'un tel ou les proches du conseil régional. Donc nous, on veut évidemment mettre un terme à tout ce système clientéliste et on a tout un volet de moralité de la vie publique sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et toujours au niveau des visites et du patrimoine historique de la région et de la France, il est bien évidemment que ça a aussi sa place dans le programme culturel de l'UPR. L'UPR veut bien évidemment aussi faire une gestion transparente et économe du conseil régional. J'ai rapidement évoqué le fait tout à l'heure que nous étions dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités territoriales, une baisse de 30%. Déjà, il faut se demander d'où vient cette baisse. Vous savez que dans le cadre de notre appartenance à l'Union européenne, chaque année, et notamment chaque année, la France doit présenter son budget à Bruxelles. Tel l'élève qui donne sa copie au maître, et Bruxelles peut dire « votre budget, c'est bon, il est validé », ou soit « ça ne nous va pas, vous devez retoquer ça, ça et ça ». Et Bruxelles, cette année, a demandé et a exigé à la France de faire 50 milliards d'économies, dont la fameuse baisse des dotations de 30% aux collectivités territoriales. Dans les collectivités territoriales, vous avez bien évidemment la région. Donc il va y avoir un impact sur le budget de la région qui va être à la baisse. J'ai fait plusieurs débats dans le cadre de ces régionales. J'étais à chaque fois sidéré de ce que disaient mes contradicteurs. Ils étaient là, on va sanctuariser la culture, on va financer tel ou tel projet, on va mettre le paquet ici, on va mettre le paquet là. Mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a une baisse des dotations et donc que le budget va être en baisse? Parallèlement à ça, ils ne proposaient aucune économie et ils ne disaient pas qu'ils allaient augmenter les impôts. On se demande bien comment ils vont faire. Je veux dire, comment ils vont faire, ils feront comme d'habitude tout un tas de promesses qu'ils ne tiendront jamais. À l'UPR, on explique cette baisse des dotations. On n'a pas un programme pharaonique en disant qu'on va faire des dizaines de projets à travers la région, et on dit que pour faire face à cette baisse de dotation, on va réaliser des économies, on aura une gestion transparente et économe. On veut entre autres, et c'est possible dès le prochain mandat, diviser le nombre d'élus par 2. Vous savez qu'on vous a expliqué qu'on allait faire cette réforme des régions pour faire des économies, ils n'ont même pas baissé le nombre d'élus. Si vous divisez par 2 le nombre d'élus, vous pouvez économiser 1,6 million d'euros en Bourgogne-Franche-Comté. On veut également lancer un audit complet indépendant de la région, notamment sur la dette et sur toutes les dépenses du conseil régional. Si vous vous hasardez à aller sur les sites du conseil régional de Bourgogne et celui de Franche-Comté, vous verrez qu'il y a de grands postes avec des millions et des millions d'euros pour lesquels il n'y a absolument aucune explication et aucun détail. Donc si vous n'êtes pas aux manettes de la région, vous ne pouvez pas avoir l'exhaustivité des dépenses, et nous on veut faire un grand audit en arrivant pour faire le maximum d'économies. On a déjà ciblé des économies qu'on pouvait faire. On veut entre autres supprimer les dépenses de publicité du conseil régional auprès du public. Ça nous paraît hallucinant que le conseil régional paye une boîte de com des milliers et des milliers d'euros pour faire sa promotion, alors que pour nous il est bien évident que la meilleure des publicités pour le conseil régional, c'est de ne pas augmenter les impôts et d'avoir une gestion saine. Vous n'avez pas besoin après cela de payer une boîte de communication pour dire « Regardez, j'ai fait du bon boulot ». Donc nous, on veut évidemment supprimer tout cela. On veut également supprimer les membres pléthoriques
de cabinet. Vous savez que c'est souvent le cas, que ce soit en Bourgogne-Franche-Comté. On prend voilà, tout un tas de membres de cabinet. C'est la même chose à Bruxelles. Vous avez des attachés parlementaires qui ne sont jamais à Bruxelles, mais qui sont payés des milliers d'euros. Donc nous, on veut évidemment couper là-dedans. Et enfin, nous voulons faire des coupes très importantes dans tout ce qui est frais de réception au voyage. Il y en a pour plus d'1 million d'euros si vous regardez les états financiers. C'est pas rien. Et on ne peut pas demander à la fois, vous savez, dans le cadre de Bruxelles, on oblige à faire de l'austérité budgétaire, on dit aux Français, on augmente les impôts, qu'il faut se serrer la ceinture, et ne pas faire des efforts dans le même temps au niveau du conseil régional. Donc nous, on fera des efforts à ce niveau-là, notamment pour faire face à la baisse des dotations. Et enfin, ça nous paraît important d'un point de vue de la transparence, de rendre publiques les réponses du conseil régional à la Chambre régionale des comptes. Tout simplement parce que l'argent du conseil régional, après tout, c'est l'argent des citoyens, c'est l'argent du contribuable. Donc c'est la moindre des choses que toutes les réponses et tous les échanges relatifs à ces dépenses-là soient rendus publics. Ça nous paraît aberrant que ce ne soit pas le cas, et nous, on va évidemment pousser et le mettre en place quand on sera au conseil régional. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on veut rétablir la vérité des origines des fonds de tous les travaux et tout ce qui est subvention, notamment tout ce qui est prétendue subvention européenne. Je l'explique un peu plus en détail pour tout ce qui est enjeu au-delà de la région. C'est très important, on veut aussi superviser les emprunts contractés par les collectivités territoriales. Vous avez peut-être entendu parler des fameux emprunts toxiques Dexia, vous savez, cette banque franco-belge. C'est quoi les emprunts toxiques? C'est des emprunts appuyés sur des produits dérivés, ce qui faisait que le montant final de l'emprunt pouvait être bien plus important que celui qui était initialement contracté. Et il y a des exemples concrets dans la région et dans le département, ça peut coûter très très cher. Alors un organisme de ce type de supervision, il a deux rôles fondamentaux, soit auprès de certains maires ruraux qui n'ont pas la formation et qui se sont fait rouler. Cet organisme peut avoir un volet, disons, de conseil et d'explication de ce qu'il y a derrière ce type d'emprunt. Ou alors, il y a parfois des maires de grandes villes qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais qui l'ont fait quand même, puisque grosso modo, ce type d'emprunt coûtait peu cher sur le court terme, mais endettait massivement la collectivité sur le long terme. Le maire pouvait bien se dire « je fais mon mandat de 5 ans, mes comptes sont nickel, regardez », mais sauf qu'il endettait la collectivité pour des années et des années. Donc on peut, pour ces maires-là, avoir un volet tout simplement de sanctions et d'interdiction de ce type d'emprunt. Je vous disais qu'il y avait des exemples très concrets, je vais vous les montrer ici. Il y a par exemple Charquemont, dans le Doubs, c'est 920 000 € de surcoût liés à ces emprunts Dexia, c'est pas rien. Saint-Vit, 1 371 000 € de surcoût. Et quand je vous parlais de maires qui savait certainement ce qu'il faisait et qui l'a fait quand même, Dijon de M. Rebsamen, 21 384 000 € de surcoût liés à ces emprunts Dexia. Donc vous voyez que ce type d'organisme de supervision peut être très utile et peut permettre de faire de grandes économies. Je vous ai parlé tout à l'heure de moralité publique. Vous avez ici M. Cahuzac, l'ancien ministre du budget. Moralité publique, c'est important, parce que quand vous parlez un petit peu aux Français, c'est ce que nous faisons, nous par exemple à l'UPR, quand on va tracter, quand on va voir les gens, il y en a 1 sur 2 qui vous dit qu'ils sont dégoûtés de la politique. Plusieurs raisons à cela, soit ils vous disent c'est tous les mêmes, on vote à gauche, on vote à droite, on a la même politique. Et il y a également, surtout quand on demande aux Français de se serrer la ceinture et qu'on augmente les impôts, ils sont évidemment dégoûtés de tout ce qui est affaires. Et des affaires, on en a eu et on continue d'en avoir. Monsieur Cahuzac était ministre du budget, faisait un colloque à ce moment-là, vous savez, sur la lutte contre la fraude fiscale. Le même monsieur Cahuzac qui était à l'Assemblée, qui vous a dit « Je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. » Monsieur Cahuzac, il planquait la moitié de son argent en Suisse. Il y a aussi monsieur Thévenoud, vous savez, monsieur Thévenoud de Saône-et-Loire. Lui, c'est différent, il souffrait de phobie administrative. Ça veut dire qu'il ne payait pas ses impôts. On a tous beaucoup de phobies administratives, c'est très bien, on ne paye pas nos impôts, c'est un... Monsieur Thévenoud a donc dû partir du gouvernement, mais le plus scandaleux, c'est que monsieur Thévenoud est retourné sur les bancs de l'Assemblée nationale. Monsieur Thévenoud, 2 jours après les attentats,
était au congrès de Versailles, la main sur le cœur, en train de chanter la Marseillaise. Le même monsieur Thévenoud qui ne payait pas ses impôts, qui servent à payer les gendarmes, le personnel hospitalier ou les pompiers qui étaient en train de sauver les victimes des attentats. Mais de qui se moque ce monsieur? Mais non, il est encore là, il retourne sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est très bien. Et il est évident que les Français sont dégoûtés quand on voit cela. L'UMP, les Républicains ne sont pas en reste. Vous avez entre autres l'affaire Big Malion, vous savez, cette affaire de surfacturation, etc. Monsieur Sarkozy a été mis en examen là. Je ne vais pas vous citer ce soir toutes les mises en examen de Monsieur Sarkozy, parce que sinon je vais vous garder jusqu'à une heure avancée de la nuit et je ne veux pas abuser. Donc on va passer, vous savez qu'il y a des dizaines d'affaires. Je ne vais pas vous citer Monsieur et Madame Balkany, vous savez, le maire de Levallois, ça paye très très bien. Ils ont eu une villa à Saint-Barth, une villa à Marrakech. C'est sympa une villa à Saint-Barth. Visiblement, ça paye bien, il faut être maire de Levallois, il paraît. On a tous manqué de notre vie. Le Front National également, vous savez, qui se veut à chaque fois plus blanc que blanc, est également mis en cause dans des affaires. Il y a notamment les affaires de surfacturation de plusieurs comptes de campagne. Monsieur Vallerand de Saint-Just, qui est le trésorier du Front National et qui est tête de liste à l'heure actuelle au Front National en Île-de-France, est mis en examen sur ces affaires-là. Il y a tout un tas d'affaires aussi de surfacturation des kits de campagne aux candidats pour renflouer les caisses du Front National, j'en passe des meilleurs, donc ils ne sont bien évidemment pas exempts de toutes ces affaires. Il y a aussi tout ce qui est système de clientélisme, donc vous en connaissez certainement tous, dans des départements ou dans des régions, très souvent dans des communes. D'ailleurs, vous avez le maire, qu'il soit PS ou républicain, qui va donner le logement social à telle ou telle personne parce qu'elle prend sa carte au PS ou au républicain, etc. Et bien évidemment que les Français sont dégoûtés de cela et nous aussi, et qu'on veut mettre un terme à tout ce genre de pratiques. Donc, conformément à notre programme national, l'UPR s'engage d'ores et déjà à ne jamais présenter de candidats condamnés pour corruption. Ça peut vous paraître évident, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, et je peux vous garantir que ça ferait du ménage sur les bancs de l'Assemblée nationale. À interdire évidemment tout cumul des mandats à ces élus, tout simplement parce que vous savez très bien que vous pouvez rarement faire le travail des deux mandats en question. Donc ces messieurs prennent les rémunérations des deux mandats, mais ils font déléguer le travail par quelqu'un d'autre, ce qui évidemment augmente les coûts. C'est d'ailleurs hallucinant si vous regardez les autres têtes de liste régionales, ils sont tous cumulards ou aspirent à être cumulards. C'est sûr qu'ils font ça pour servir les Français, c'est bien évident. On veut également limiter à une seule fois le renouvellement de mandat de conseiller régional pour renouveler la classe politique. Vous savez qu'à l'UPR, nous ne sommes pas des politiciens de métier, nous avons tous un métier à côté. Pour nous, la politique ne devrait pas être un métier en soi. Ça pousse d'ailleurs de facto à des dérives, puisque quand vous faites de la politique de métier, la politique c'est votre gagne-pain. Donc, si vous n'êtes pas élu, vous êtes grosso modo comme si vous étiez au chômage. Donc il est bien évident que ça pousse des comportements à faire les pires escroqueries et à promettre tout et n'importe quoi pour être élu, puisque c'est votre gagne-pain. Vital pour vous d'être élu, donc vous promettez tout et n'importe quoi. À l'UPR, on ne fait pas de la politique pour se servir, on le fait par conviction et on le fait pour servir les Français. La politique, c'est pas notre gagne-pain, on a un métier à côté et on le fait évidemment par conviction. Une grande différence avec tous les autres partis. Et on veut également mettre en place une autorité indépendante chargée de contrôler les élus régionaux et de prévenir les conflits d'intérêts. Ça nous paraît être la moindre des choses, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous vous rappelez peut-être de Madame Bachelot, ancienne ministre de la Santé, qui avait pieds et poings liés avec le milieu pharmaceutique. Et Madame Bachelot, au moment de la crise H1N1, elle avait commandé 90 millions de vaccins. Peut-être qu'elle avait manqué quelques cours de démographie, qu'elle croyait que nous étions 90 millions de Français, ou alors peut-être que ses intérêts privés et personnels avaient quelque chose à voir dans cette erreur fâcheuse. Il est bien évident qu'à l'UPR, nous voulons éviter ce type de conflit d'intérêts et qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à une commission ou à un ministère s'il est pieds et poings liés dans le domaine privé et personnel avec ce même secteur. C'est la moindre des choses, mais ça arrive malheureusement. Je vous ai cité un exemple. Et on veut évidemment porter plainte systématiquement contre les élus responsables de détournement de fonds. Ça paraît encore une fois élémentaire, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Et enfin, sur le programme régional, nous avons tout un volet démocratie régionale. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les Français étaient dégoûtés de la vie politique, entre autres parce qu'ils votent à gauche ou à droite, ils ont la même politique, entre autres parce qu'il y a toutes ces affaires, mais également parce que les Français ont souvent l'impression de voter tous les 5 ans et de donner un chèque en blanc aux politiciens qui après ne tiennent aucun compte de leur avis et de leur opinion. Donc l'idée de la démocratie régionale, c'est de réinvestir le citoyen dans la politique et de réinvestir le citoyen dans les choix et dans les projets, notamment au niveau de la région. On peut entre autres instaurer le référendum local d'initiative populaire. C'est tout simplement quand vous faites une pétition citoyenne qui dépasse 1% de la population de la région, ça vous permet de faire un référendum sur un sujet, et si c'est un sujet qui a trait aux compétences régionales de la région, il est bien évident que l'UPR s'engage à le mettre en place par respect de la démocratie. On ne va pas faire comme en 2005, quand les Français avaient voté non à la Constitution européenne et qu'on passe le contraire par derrière, ou M. Tsipras qui passe le contraire du référendum pour lequel son peuple avait voté en Grèce. Il est bien évident qu'on ne fera pas ça. En revanche, si le sujet est la dominante nationale et pas les compétences de la région, il est bien évident qu'on ne pourra pas l'appliquer, mais on pourra pousser cette revendication et cette pétition au niveau national, notamment le médiatiser, pour plaider la cause de ce référendum de la part de la population de la région. On veut aussi évidemment retirer les prétendus drapeaux européens du Conseil régional et de tous les établissements publics subventionnés par le Conseil régional. Il faut savoir que la France n'a pas ratifié la charte des symboles de l'Union européenne, qui comporte entre autres le fameux drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne et l'hymne de l'Union européenne, l'hymne à la joie. La Constitution française ne reconnaît d'ailleurs qu'un seul drapeau, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, et qu'un seul hymne, c'est la Marseillaise. Au-delà de cet aspect constitutionnel, c'est surtout que, après tout, si vous analysez les choses, le fait de soutenir la construction européenne n'est qu'une opinion politique. En 2005, je vous l'ai dit, il y a 55% des Français qui avaient voté contre la Constitution européenne. Donc pourquoi on doit imposer à tout le monde sur un bâtiment public quelque chose qui n'est qu'une opinion politique ? Il y a des gens qui sont opposés à cela. Pourquoi ils ont à supporter sur un bâtiment politique le drapeau bleu aux étoiles d'or? Parce que là, chaque maire pourrait mettre un drapeau d'une opinion qu'il veut soutenir. Donc pour nous, il faut évidemment retirer les drapeaux de l'Union européenne des bâtiments publics. C'est de la propagande. On veut mettre en place aussi une commission citoyenne de contrôle du Conseil régional pour évaluer les projets et les politiques conduites. Et bien évidemment, cette commission réinvestissent dans la politique, mais cette commission doit être tirée au sort, puisque sinon le Conseil régional peut nommer les copains et cette commission n'aurait aucun regard critique, donc tous les membres de cette commission doivent être tirés au sort. On veut également créer une chaîne de télévision régionale afin d'assurer une médiatisation honnête de tous les courants d'opinion dans la société française, une chaîne de télévision régionale autre que France 3. On sait très bien que France 3 ou France TV ne remplissent pas leur rôle, ils ne donnent pas la parole à tout le monde et ne reflètent pas la diversité de l'opinion. J'ai déjà dit, il y a 75% des Français qui ne veulent ni du Front National, ni des Républicains, ni du PS. L'abstention ne cesse de monter et ces messieurs continuent de donner 80% du temps de parole au PS, aux Républicains, au Front National. C'est un véritable scandale. Ce soir, à 22h50, dans toute la France, France 3 fait des débats avec tous les candidats aux élections régionales dans toutes les régions. France 3 a décidé de ne pas inviter l'UPR, qui est pourtant le seul parti à avoir une opinion très distincte, qui est de sortir la France de l'Union européenne. Est-ce que ça vous paraît normal d'un point de vue démocratique? C'est évidemment un scandale sans nom, et on pourrait revenir également sur le principe d'équité du CSA, qui est un véritable scandale, puisque l'équité revient finalement à donner à chaque fois la parole à ceux qui sont installés et ceux qui sont en place. Drôle de façon de renouveler la classe politique française alors que les Français ne veulent plus de ces gens-là. C'est quand même hallucinant ce principe d'équité, si on y réfléchit bien. C'est le contraire même de la démocratie, mais ils trouvent ça normal et tous les journalistes nous disent bah non, mais écoutez, on a appliqué le principe d'équité du CSA, vous pouvez rien nous dire. Est-ce que c'est ça la démocratie? Et on va évidemment soutenir les médias alternatifs et indépendants qui contribuent grandement au débat démocratique. C'est pas nous qui allons dire le contraire, ce sont d'ailleurs les seuls médias
qui donnent la parole à toutes les opinions de la société française et qui font leur travail alors que le service public pour lequel nous payons avec la redevance télé ne fait même pas son travail. On ne va pas attendre les référendums d'initiative populaire puisque nous voulons aussi que la région pousse des référendums pour tout ce qui est projet d'infrastructure onéreux et clivant. J'en ai cité quelques-uns, la construction du LGV Rhin-Rhône qui passe par Dijon, Besançon, Belfort et Montbéliard. Tout ceci a un coût, le conseil régional va subventionner massivement cette ligne. C'est la même chose pour le projet du Grand Dijon qui risque de coûter très cher, les éoliennes ou les center parks. À chaque fois, on parle de projets qui divisent les Français parce qu'ils ont un impact majeur, durable sur l'environnement et le paysage et parce qu'ils engendrent généralement une hausse faramineuse d'impôts et de la dette des régions. Et on ne veut pas faire ces débats sortis et ces référendums sortis de nulle part, puisqu'on veut mettre en place avant un grand débat démocratique avec une stricte égalité du temps de parole entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est pas du coup la même chose que TF1, France 2, France 3, vous l'avez bien compris. C'est une stricte égalité du temps de parole entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Comme ça, les citoyens comprendront très bien les enjeux et les avantages et les inconvénients de chaque projet et ils pourront trancher en leur âme et conscience si on fait oui ou non ce projet. Ça nous paraît être la manière la plus démocratique de le faire et c'est surtout la manière la plus correcte de le faire puisqu'après tout, comme ça engendre souvent des hausses d'impôts faramineuses, ce sont les citoyens qui payent. Donc pourquoi ça ne serait pas aux citoyens de décider de ces projets-là plutôt qu'un élu qui fait ça sur un coin de table sur quelque chose qu'il n'avait parfois même pas proposé lors de son élection. Donc nous, évidemment, on va pousser à ces référendums. J'ai parlé des avantages, des inconvénients, etc. Un des moyens de le faire, c'est évidemment, on peut faire comme en Suisse. Vous savez qu'il y a des votations en Suisse. À partir du moment où un projet dépasse X millions de francs suisses, on fait un débat, chaque fois on appelle les électeurs aux urnes. C'est encore une fois la manière la plus démocratique de le faire et c'est sûr que ça change des manières de faire de la Commission européenne. On veut aussi, et enfin, faire un bilan des partenariats publics-privés existants, puisque c'est un peu la même chose que pour les emprunts toxiques d'Excel. Vous savez que ce type de partenariats publics-privés se sont multipliés, notamment pour tout ce qui est travaux d'infrastructure, entre autres les stades de foot dans le cadre de l'Euro 2016. Or, ce sont souvent des partenariats qui coûtent peu cher sur le court terme, mais qui endettent la collectivité massivement sur le long terme, et à parfois 50, 60 ans. Donc le maire peut être tenté de faire ça, puisque pendant les 50 de son mandat, il peut se dire, regardez, moi je n'ai pas augmenté la dette de la région, j'ai rendu les comptes nickel, sauf qu'il endette la collectivité massivement encore plus que pour un emprunt classique sur 50 ou 60, pour un partenariat classique sur 50 ou 60 ans. Donc il est temps de faire aussi un audit de tout cela et éventuellement de revenir sur ce type de projet. Vous avez vu notre programme dans le cadre des compétences de la région, mais il est bien évident, et j'ai commencé à en parler, qu'il y a des enjeux qui vont au-delà de la région et les élections régionales sont également le moment pour en parler. On va profiter à l'UPR de ces élections régionales pour expliquer l'impact aux électeurs, l'impact nocif de l'Union européenne sur la situation des régions, des départements et des communes, notamment le chômage dû à l'euro et à la politique budgétaire récessive imposée par la Commission européenne. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, c'est très très loin, l'euro, ça n'a rien à voir avec les élections régionales, mais ça a pourtant des impacts très concrets en termes de chômage partout en France et bien évidemment en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Doubs. Ici, c'est un article qui est tiré de ma conférence L'Union européenne, les illusions économiques et qui est tiré d'ailleurs d'Eurostat. On ne peut pas dire que ce soit un institut de statistique particulièrement anti-européen, c'est l'institut officiel de l'Union européenne. Vous avez en bleu le taux de chômage des pays qui sont dans l'Union européenne et qui ont l'euro, et en rouge, le taux de chômage des pays qui sont hors de l'Union européenne, enfin qui sont dans l'Union européenne, pardon, et qui n'ont pas l'euro. Vous voyez la différence, hein. Parfois que les images parlent plus que les mots, là je crois que c'est le cas, et il est temps d'analyser un tout petit peu la situation. Vous savez que quand on vous a vendu l'euro, on vous disait l'euro apportera plus de croissance et plus d'emplois. On voit très bien pour l'emploi. Il faut quand même savoir que la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde et que la zone euro est la zone économique dans le monde où il y a le plus de chômage. Et on n'aurait pas le droit de se poser des questions, on vous dit si on sort c'est la catastrophe. On vous dit d'ailleurs,
L'euro, vous comprenez, l'euro, il n'y a pas eu plus de croissance et plus d'emplois, mais heureusement qu'on a eu l'euro pendant la crise, parce que si on n'avait pas eu l'euro, nous a protégés. Sinon, regardez le taux de chômage au moment de la crise, regardez la différence de taux de chômage maintenant. Il est bien évident que l'euro nous a protégés de la crise. C'est se moquer du monde. Quand je vous parlais des faits qui abattaient le dogme, les faits abattent clairement le dogme. Et quand je vous parle des gens qui vous disent maintenant ils n'ont même plus d'arguments pour, ils disent si vous sortez ça va être la catastrophe. Quand vous demandez à un européiste pourquoi, c'est la catastrophe. Pourquoi il y a deux types d'européistes, soit il ne sait même pas vous répondre, il joue sur la peur, il dit ça va être la catastrophe, mais il a zéro argument derrière, zéro argument rationnel, ou soit il vous sort de rares arguments complètement vaseux, comme ça va faire exploser la dette, le prix de l'essence, le prix de vos importations. Je vous renvoie, je n'ai pas le temps d'expliquer ici à ma conférence, l'Union européenne, les illusions économiques, et entre autres le chapitre 8, les peurs sur la sortie de l'euro, et vous verrez que soit ils ne savent pas répondre, ou soit dans les 3/4 du temps, les arguments présentés sont des arguments complètement bidons. Donc il serait temps de se réveiller sur cette question de l'euro qui est une catastrophe et qui mène la France droit dans le mur. On va également profiter de ces élections pour expliquer les délocalisations de l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, mais il est important de se poser la question du libre-échange total, des délocalisations et de la mondialisation. Vous savez qu'on vous dit souvent que la mondialisation, c'est comme si c'était un truc exogène, c'est une météorite qui s'est abattue sur la Terre, c'est un truc qui arrivait de nulle part et c'est inévitable. C'est les discours que vous tiennent tous les hommes politiques. Mais sauf que bizarrement, vous savez, dans les années 50 ou 60, vous aviez déjà la Chine, vous aviez déjà des pays à bas coût de main-d'œuvre, vous n'aviez pas de délocalisation. C'est bizarre. Pourquoi vous n'aviez pas de délocalisation ? Puisque vous aviez un contrôle des mouvements de capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous vouliez virer une grande somme d'argent à l'étranger, pour faire une délocalisation, il faut faire une usine, évidemment, il faut virer une grande somme d'argent à l'étranger, vous deviez demander l'autorisation du ministère de l'économie pour le faire. Parfois, le ministère de l'économie vous disait oui, c'était le cas par exemple quand Peugeot a voulu faire une usine de voitures en Iran. C'était pas pour réimporter sur le marché français, c'était pour le marché iranien. Le gouvernement disait oui, puisque ça faisait rayonner Peugeot au Moyen-Orient, ça augmentait les parts de marché de Peugeot, et c'était pas réimporté. Quand maintenant Renault va produire au Maroc, à Tanger, pour réimporter ses produits en France, et bien évidemment que s'il y avait eu le contrôle des capitaux, le ministère de l'économie aurait dit non. Donc vous avez bien compris, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il faut l'unanimité pour changer les traités européens. Toutes les personnes qui vous disent on va faire une autre Europe, on va lutter contre les délocalisations, prennent les gens pour des imbéciles. Et si vous voulez lutter contre ça, il est bien évident que les pays de l'Est qui vivent des délocalisations, notamment vers des pays occidentaux, vers les pays de l'Est, diront non. Il est bien évident que le Luxembourg qui vit de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale dira non, de même que le Royaume-Uni, qui lui vit en grande partie de la City et des échanges financiers, donc de flux financiers. Quand vous êtes à Paris, on vous dit, les politiques vous disent bon, les délocalisations c'est pas bien, c'est vrai, on va lutter contre ça. Sauf que quand vous allez à Bruxelles, là où il y a le pouvoir, Madame Danuta Hübner, qui est commissaire européenne, qui était commissaire européenne à la politique régionale, elle nous dit ce que nous devons faire au contraire, c'est faciliter les délocalisations au sein de l'Europe. Quand PSA délocalise sa production de C3 du site d'Olney et va le faire en Slovaquie, il favorise la délocalisation au sein de l'Europe. De même, je parlais de l'article 63, c'est l'interdiction d'interdire la restriction aux échanges de capitaux entre les pays membres et entre les pays tiers, ça veut dire le reste du monde, et ça veut dire par exemple le Jabi qui a fermé sa dernière usine, vous savez, ce fabricant de soutien-gorge, pour aller produire en Tunisie. D'ailleurs, quand c'est entre les pays tiers, ce qui est intéressant, c'est quand on vous parle de mondialisation, on nous laisse entendre que c'est le cas pour tous les pays du monde, mais la mondialisation, c'est une ouverture asymétrique. Est-ce que nous avons accepté cette libre circulation des mouvements de capitaux? Les pays qui marchent dans la mondialisation ne l'ont bien évidemment pas accepté. La Chine n'a pas la libre circulation des mouvements de capitaux, la Russie n'a pas, la Corée du Sud, etc., etc. Tous les pays qui marchent dans la mondialisation n'appliquent pas ce que nous appliquons et se protègent. La mondialisation, ça date des années 80 et ça a été un choix politique. Il faut que je branche ma batterie. Ça a été un choix politique de la part des États-Unis
et de l'Union européenne qui, dans les années 80, ont misé là-dessus. Tout simplement, c'est néfaste pour le pays dans son ensemble, mais vous avez bien des personnes qui profitent de cela, puisque forcément, je reprends l'exemple de mon fabricant de chaussettes. Le fabricant de chaussettes qui fabriquait à Besançon sa chaussette et qui la fabrique maintenant à Chengdu, quand il la revend en France, tant que les gens ont encore de l'argent, bah forcément, c'est pas le même coût et c'est pas le même profit. Donc évidemment que la mondialisation, ça profite à quelques personnes qui gagnent très très bien leur vie. D'ailleurs, les inégalités ont explosé depuis les années 80 et cette fameuse mondialisation. Donc il y a quelques personnes qui en profitent aux États-Unis et en Europe qui ont lancé ça, mais globalement, les États-Unis ou les pays de l'Union européenne n'en profitent pas. Et les pays qui marchent globalement dans la mondialisation, ces pays-là n'ont pas accepté ces règles. C'est ça la mondialisation. On va également profiter des élections régionales, et j'en ai déjà parlé, pour dénoncer l'ouverture et les conséquences des TER, mais on va également expliquer tout ce qui est les prétendues subventions européennes dans les régions. Quand je faisais des émissions de radio, il y avait 9 fois sur 10 où le présentateur radio me disait « Mais vous êtes contre la construction européenne, ça ne va pas vous faire mal de recevoir des subventions de la part de l'Union européenne ?» Et je lui disais « Mais attendez, vous rigolez, c'est de l'argent français. » Et je vais vous le montrer tout de suite. Chaque année, là c'est les chiffres de 2014 du ministère de l'économie, la France donne 23,4 milliards d'euros à l'Union européenne et on reçoit 14 milliards, dont la politique agricole commune et dont les fameux fonds FEDER destinés aux régions. Donc vous voyez bien que c'est de l'argent français, sauf qu'entre-temps, la France perd 9,4 milliards d'euros. C'est un peu comme si vous, monsieur, vous me donnez 500 euros, je vous en rends 300, je vous dis avec ces 300, vous devez faire ça, ça, ça et ça, et vous devriez me dire merci. Mais l'Union européenne, c'est ça. La réalité, c'est quand on sortira de l'Union européenne, comme le propose l'UPR, on aura toujours ces 14 milliards que recevront les agriculteurs dans le cadre d'une PAC qui sera une PAC nationale, et on aura toujours des fonds pour les régions, mais on aura en plus 9,4 milliards. Donc tous les menteurs qui vous disent « Mais si vous sortez de l'Europe, c'est la catastrophe pour les agriculteurs, pour les régions, comment on fait, etc. » Non, on aura 9,4 milliards d'euros en plus. Ça, c'est la réalité. Comparé aux 3,5 milliards de la baisse des dotations aux communes et collectivités territoriales, ça fait mal. Il est bien évident que si on sortait de l'Union européenne, on pourrait assurer les dotations qu'on faisait auparavant, on aurait de l'argent en plus pour réduire la dette, pour financer des logements sociaux, etc., etc. Donc la construction européenne, contrairement aux idées reçues, nous coûte très très cher. Je ne parle même pas de tout le coût indirect qu'on pourrait calculer en termes de chômage, puisque bien évidemment, quand vous avez du chômage, vous avez des personnes qui ne cotisent plus, au niveau social, et qui on doit indemniser en termes de chômage, ce sont des milliards et des milliards d'euros, le coût de l'euro sur le chômage. C'est très important, et pour nous, c'est une des explications, et c'est un des éléments phares de l'UPR lors de ces élections régionales, c'est d'expliquer cette fameuse réforme territoriale, la fameuse loi NOTRe, et d'une façon générale, c'est d'expliquer pourquoi la Bourgogne-Franche-Comté. On ne vous a jamais demandé votre avis pour une fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté. C'est encore pire que cela, puisque vous savez qu'avant, pour toute fusion des collectivités territoriales, vous deviez obligatoirement faire un référendum. Sauf que ces messieurs qui veulent charcuter la France ont fait un référendum en Alsace pour fusionner les deux départements, et les Alsaciens, il y a un des deux départements qui a dit non, ils n'ont pas pu le faire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait en grands démocrates? C'est l'amendement Guémard, député des Républicains, qui a été voté par tout le monde et main dans la main à l'Assemblée nationale. Ils ont supprimé l'obligation de faire un référendum pour la fusion des collectivités territoriales. C'est comme ça qu'ils ont pu faire cette fameuse loi de réforme territoriale sur un coin de table sans demander l'avis de personne. Très bien, donc ça c'est dit. Une fois que c'est dit, ces messieurs doivent justifier pourquoi ils font cette réforme, pourquoi ils font ces fusions.
Ils disent on va faire des grandes régions, on va faire des économies d'échelle. C'est technique, c'est pour faire des économies. On regarde la réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont même pas divisé le nombre d'élus. Donc il n'y a même pas d'économie. Ils ont même fait pire que cela. Ils ont augmenté les fonctionnaires de la région quand ils ont fusionné sur la région qui était la mieux dotée. Donc au final, cette réforme va coûter plus cher que ce que coûtaient les régions séparées. Ils nous avaient fait le même coup pour la décentralisation. C'est technique, vous inquiétez pas, on va faire des économies. Moralité, la Cour des comptes a rendu un rapport il y a très peu de temps. Le coût lié à la décentralisation a explosé, les coûts ont explosé, on a plus de coûts avant. Encore bravo. Donc, si ce n'est pas lié à des raisons techniques et à des économies, pourquoi ont-ils fait cette réforme des régions? C'est bien évidemment idéologique. Et l'idée, c'est de faire ces grandes régions à taille dite européenne pour négocier directement avec Bruxelles. C'est le démantèlement programmé de la République française. Quand on nous dit ça, on dit « vous exagérez ». Mais qui aurait pu dire il y a 10 ou 15 ans que la Catalogne serait au bord de la sécession avec l'Espagne ou l'Écosse du Royaume-Uni? C'est gravissime d'un point de vue historique et c'est un retour fondamental en arrière. Vous savez que dans ce cadre de cette réforme territoriale à terme, ils veulent détruire les communes et les départements. Les départements et les communes, ça date de l'après-révolution. C'était fait à l'époque, évidemment, pour déjà faire un échelon et des départements proches des gens. Ça n'a rien à voir avec ces grandes régions qui sont très éloignées des gens. Et c'était pour créer une égalité des territoires, une égalité des citoyens qui, partout en France, sur n'importe quel département, avaient les mêmes droits et avaient les mêmes devoirs. L'idée de ces grandes régions, vous savez, c'est comme ce qu'ils ont fait en Catalogne en Espagne, ce sont des grandes régions de plus en plus autonomes, qui peuvent faire leurs propres lois, qui peuvent négocier directement avec Bruxelles, ce n'est pas un fantasme. Marie Dufay, dans son programme, propose d'ailleurs de mettre un bureau de la Bourgogne-Franche-Comté à Bruxelles, qui négocie directement avec Bruxelles. Et c'est évidemment un grand retour des féodalités. Quand vous avez une inégalité des territoires, des régions qui se tirent la bourre entre elles, vous avez des grandes métropoles qui vont se construire en opposition avec nos départements ruraux, à nouveau inégalité des territoires. Et cette Europe des régions, c'est un vieux fantasme des européistes depuis très longtemps pour détruire les États. Ça existait déjà d'ailleurs même à l'époque de Pompidou. Pompidou qui disait, avec raison, l'Europe des régions, ça a déjà existé. Ça s'appelait les féodalités, ça s'appelait le Moyen-Âge. Quand je vous dis que ce n'est pas un fantasme, regardez cette carte. Elle a été dessinée par M. Gérard Onesta, c'est pas n'importe qui. Il est écologiste, vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, en charge de la réflexion sur l'avenir des régions, des affaires européennes. Ce monsieur est l'ancien vice-président du Parlement européen. C'est magique, il y avait déjà la Bourgogne-Franche-Comté. C'était avant la réforme territoriale. Sauf qu'il y a aussi une eurorégion catalane qui prend en partie le sud des Midi-Pyrénées, donc la partie française de la Catalogne, qu'ils appellent là-bas Catalunya Norte. C'est l'eurorégion catalane. Il y a l'eurorégion basque, avec évidemment la partie française de ce qu'ils appellent la partie française de l'Euskadi. Vous avez l'eurorégion Léman, l'eurorégion Rhénane, une eurorégion Meuse-Moselle. Et pourquoi ils font cela? C'est vieux comme le monde. Hein. Il est bien évident que la France, s'il y a un nouveau traité ou autre, de par son autorité morale, son poids historique, etc., pourrait mettre un veto à la Commission européenne, alors que ce n'est pas la région Bourgogne-Franche-Comté, il faut être sérieux, qui va s'opposer à Bruxelles et à la Commission européenne. Diviser pour mieux régner. Et si vous lisez d'ailleurs les grandes orientations des politiques économiques européennes et tout ce qui se fait à Bruxelles, Bruxelles pousse évidemment depuis des années à la régionalisation et à ces grandes régions qui puissent négocier directement avec Bruxelles. Il y a une certaine ironie d'ailleurs dans l'histoire, puisqu'on vous dit on va faire des grandes régions sur le modèle des Länder allemands. Les Länder allemands, ça marche super bien, etc. Ces gens-là sont des incultes de l'histoire, ceux qui vous disent ça. Des incultes de l'économie, puisque si l'Allemagne marche bien, c'est de par son modèle économique, ça n'a rien à voir avec les Länder, c'est qu'ils ont un quart des travailleurs qui sont payés 400 € par mois, donc sont plus compétitifs
que le reste des pays européens, et ils sont plus compétitifs, et avec une même monnaie qui est l'euro, au lieu d'avoir un mark qui se réapprécie dû à leurs excédents commerciaux, le mark garde la même parité, l'euro-mark se garde la même parité par rapport à la France et à l'Italie. Ils sont en train d'exterminer toute l'industrie de la France et de l'Italie. C'est lié à l'euro et à leur politique salariale restrictive. C'est pour ça que l'Allemagne est plus compétitive. Et les Länder, ça a été fait main dans la main par la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis au sortir de la guerre, et ils avaient fait justement les Länder pour affaiblir l'Allemagne, parce que le Reich centralisé est évidemment beaucoup plus puissant que des Länder séparés. Donc on est en train de faire le modèle qu'on avait fait en Allemagne pour affaiblir l'Allemagne. Bravo l'Europe. Évidemment que l'Europe a tout intérêt à affaiblir les États-nations pour avoir un plus grand poids. Je l'ai déjà dit, c'est le fameux diviser pour mieux régner. Il est bien évident qu'une fois arrivé au pouvoir, et ça ne peut se faire malheureusement qu'au niveau national, donc en 2017 avec François Asselineau, l'UPR reviendra aux anciennes régions que nous avons connues. Nous allons également profiter de ces élections régionales pour expliquer au public nos idées et que seule une triple sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN peut redonner aux Français leur démocratie, leur liberté de choix et le fait d'avoir la maîtrise de leur destin, c'est fondamental et ça passe par cette triple sortie. Nous allons également profiter de ces élections régionales pour faire connaître notre programme national qui est inspiré du Conseil national de la résistance et qui est un programme qui a fait consensus auprès des Français au sortir de la guerre. Alors il est bien évident que ces thématiques sont encore d'actualité, mais sur le fond, nous remettons ces problématiques au goût du jour avec des éléments propres au XXIe siècle. Et enfin, si vous m'avez bien compris, vous savez que pour que la France retrouve sa liberté, pour changer les choses, il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ceci ne peut se faire qu'à l'élection présidentielle, donc il est bien évident que lors de ces élections régionales, nous préparons également le scrutin présidentiel. Et d'ailleurs, plus nous ferons un gros score à ces élections régionales et plus les médias seront obligés de parler de nous en 2017. Donc il est bien évident que je vous invite à voter pour l'UPR et à inviter tous vos proches à voter pour l'UPR. C'est fondamental pour que la France retrouve sa liberté. C'est fondamental également pour préparer les élections présidentielles de 2017. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?